on a une session qui est dédiée à 3 secteurs en particulier. Et la question sur ces secteurs-là, c'est de se demander en matière de résilience, un peu spécifiquement à de potentiels chocs en matière climatique, environnementale plus largement, ou en approvisionnement énergétique par exemple. Comment est-ce que ces secteurs pourraient réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ces évolutions, ces contraintes? Et particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, on a affaire là à 3 secteurs qui ont été touchés de manière assez particulière, parfois assez forte par la crise sanitaire du Covid-19, bien qu'à chaque fois pour ces secteurs-là de manière différente. Donc, on sait que chacun a dû s'adapter. Et ce qu'on avait envie de se demander ce matin, c'est quels enseignements on peut tirer de cette actualité un peu brûlante, de cette actualité sanitaire, pour préparer l'avenir de ces secteurs dans un monde qui serait sous tension énergétique, climatique, environnementale. Comment donc leur assurer une forme de résilience? Et aussi la question de mais qu'est-ce que le Chiffre va bien proposer en matière de système sanitaire, de secteur culturel ou d'alimentation et d'agriculture? Qu'est-ce qu'on va bien proposer dans le plan de transformation de l'économie dans lequel chacun de ces secteurs a sa place? Ils font partie des 15 secteurs traités en ce moment. Donc, j'aimerais proposer dans l'ordre à chaque fois à Laurie Marot, à Anaïs Roche et à Félix Lallemand de d'abord se présenter très brièvement et ensuite de répondre à 3 questions chacune et chacun. Alors, merci d'abord à toutes les 3 d'avoir accepté de partir ce matin. Laurie, est-ce que vous présenter brièvement? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je ne t'entendais pas très bien, moi. Oui. Ok, super. Laurie Marot, je suis enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique. Et dans le cadre du Shift, je pilote en fait le projet santé-climat. Et plus particulièrement pour le plan de transformation de l'économie française, je pilote l'axe santé. Merci beaucoup. Anaïs, à toi. Oui, donc bonjour. Donc Anaïs Roche, moi je travaille dans la culture, dans les arts visuels et je m'occupe du développement international d'une structure qui soutient la recherche en histoire de l'art sur les artistes femmes et je travaille également pour le Shift avec Samuel Valency. On copilote à deux le volet culture du plan de transformation de l'économie. Voilà. Merci beaucoup Anaïs et à toi Félix. Donc Félix Lallemand, moi je suis chercheur, notamment dans le cadre de l'association Les Greniers d'Abondance que j'ai participé à fonder. Donc, je m'intéresse à la résilience des systèmes alimentaires et le système agricole. Et donc je pilote le secteur alimentation en relance du Shift. Merci beaucoup Félix. Alors, on va commencer par la première question qui porte sur le secteur dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, en fait, la question, c'est est-ce que vous pouvez tout d'abord expliquer un peu comment le secteur a été touché et comment il s'est adapté, mais en commençant d'abord par rappeler au fond à quoi sert le secteur, qu'est-ce que c'est que sa raison d'être finalement. Ensuite, quels morceaux ou sous-secteurs se sont plus ou moins maintenus ou pas, et comment le rôle du secteur a été discuté, potentiellement réévalué dans notre approche, notre vision de ce secteur-là durant la crise du Covid-19. Donc, Laurie, je te propose de commencer. Alors, juste une petite précision pour le plan de transformation. Je suis en copilotage avec Mathieu Sattler, j'ai oublié de le préciser. Pour la première question, à quoi sert le secteur, notamment durant la crise sanitaire? D'une manière générale, ça sert à rester en vie. Plus précisément à stabiliser vraiment économiquement, socialement, culturellement une société. Plus récemment, ça nous évite d'être trop souvent confrontés à la maladie ou à la mort. Voilà. En tant que mère de 2 enfants, je trouve plutôt agréable de ne pas avoir à trembler à chaque fois que quelqu'un tousse.
Ça sert aussi à organiser un destin commun. Ça, c'est un petit peu la vision santé publique, donc au travers de la santé collective, la santé globale des populations, qui prend en compte les aspects curatifs, mais pas seulement, les aspects aussi préventifs, éducatifs, sociaux, etc. Et dans le cadre de notre travail actuellement, on est de plus en plus convaincus, et les acteurs qu'on a pu interroger du secteur de la santé sont assez de cet avis, qu'à partir d'aujourd'hui, le secteur de la santé, ça peut vraiment être un levier pour aider à prendre la mesure des enjeux qui se présentent à nous, et notamment, pour faire écho à ce que disait Mélanie tout à l'heure, à orienter les comportements dans le sens de la décarbonation, parce que finalement, les bénéfices qu'il y a pour la santé à adopter certains types de comportements peuvent être aussi des bénéfices climatiques. Voilà, donc essentiellement, je ne sais pas si on fait après, j'enchaîne tout ou non, c'est question par question, c'est ça. Donc voilà, globalement, à quoi sert la santé de mon point de vue, c'est ça. Merci beaucoup. Et du coup, la deuxième partie de cette petite question, c'était quels morceaux ou quels sous-secteurs se sont plus ou moins maintenus ou moins, ou pas? C'était pour le coup durant la crise sanitaire, puisque c'était une crise sanitaire, parce qu'on n'a jamais été en guerre, on a été en situation de crise sanitaire. Donc, de fait, contrairement même à une situation de guerre, en situation de crise sanitaire, on a besoin d'ouvrir, notamment d'ouvrir les systèmes d'information, etc., d'être dans une logique d'ouverture, alors que dans une logique militaire, c'est tout à fait le contraire. Il faut fermer les réseaux de communication. Voilà. Donc, c'était vraiment une situation de crise sanitaire. Donc, on a eu tendance, on a essayé de maintenir tous les secteurs, mais évidemment, il a fallu prioriser les prises en charge, notamment urgentes et vitales. Et il y a un certain nombre de prises en charge qui ont été déplacées, enfin décalées, et parfois c'était pas forcément à l'initiative du système ou des acteurs de santé, mais plus des individus. Donc voilà, il y a des secteurs qui se sont même étendus, puisque notamment les soins intensifs ont eu besoin de s'agrandir. Et parallèlement à ça, il y a peut-être eu des retards dans les prises en charge d'individus pour qui ça peut être assez délétère, parce que en 6 mois, vous pouvez avoir une évolution sur une tumeur, un mélanome ou que sais-je, qui n'aille pas dans le bon sens. Donc voilà, essentiellement, vraiment à gros traits, les conséquences directes de la crise sanitaire. Et merci. Et très rapidement encore, comment est-ce que le rôle du secteur a été discuté pendant la crise du Covid-19? Pour le secteur de la santé, c'est un peu entendu parler en large quelque part, mais c'est bien de rappeler quelques éléments structurants. Comment le secteur a été discuté? Le problème, c'est qu'il a vraiment été très discuté. Donc, je ne sais pas si je vais apprendre beaucoup de choses aux gens qui nous écoutent. En tous les cas, il y a certains aspects de la crise qui sont ressortis, notamment les problèmes ou la vulnérabilité sur la question des approvisionnements médicamenteux et autres, et sur la façon dont on considère le secteur de la santé. Est-ce que c'est un secteur industriel comme les autres, ou est-ce que c'est un secteur à part? Et de fait, si c'est un secteur à part, il faut le traiter différemment des autres, donc avoir une réglementation et des mesures qui soient différentes des autres secteurs. Voilà, je pense que c'est un peu ce qui est ressorti des débats, et qu'il faut s'appuyer aussi sur la science et les études scientifiques. Merci beaucoup, Laurie, pour ces rappels. Anaïs, du coup, je vais te poser exactement les mêmes questions. Globalement, comment est-ce que le secteur a été touché et comment est-ce qu'il s'est adapté? En commençant par à quoi sert le secteur au fond, comme petit rappel. Rapidement, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais si la santé permet de rester en vie, moi je dirais que la culture, c'est ce qui donne un sens à l'existence. Et ça permet aussi de faire société, en fait, tout simplement. Et pendant le confinement, on a vu que la culture a fait irruption dans notre quotidien. Je pense qu'on a toutes et tous mesuré son importance, en fait, et son rôle dans ce contexte. On était tous enfermés chez soi, que ce soit pour se divertir, pour s'évader, pour un peu transformer aussi ce qu'on était en train de vivre. Je reviens peut-être sur si vous vous rappelez, en début de confinement, il y avait sur la question du livre, il y a eu pas mal de pression et de débats sur le besoin de réouvrir les librairies rapidement et de considérer les biens culturels et notamment les livres comme
des biens de première nécessité. Donc, la demande culturelle, en fait, a été assez haute pendant cette crise sanitaire, sauf que la culture, en fait, c'est aussi avant tout, je dirais, du lien social. Donc, ce sont des lieux de rassemblement, des événements. Donc, c'est autant de cessations d'activités. Je pense au théâtre, au cinéma, au musée qui ont tous été fermés. On a annulé Cannes, on a annulé Avignon et on a annulé une quantité assez infinie de festivals. La crise sanitaire a été extrêmement dure, enfin, et l'est toujours d'ailleurs, hein, pour ce secteur qui est assez fragile. Si je prends deux exemples, un dans le spectacle vivant, d'après le PRODIS, donc, qui est le syndicat national du spectacle musical et de variété, les pertes pour le spectacle vivant ont été estimées à 590 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est dans le spectacle vivant privé, la trésorerie repose principalement sur la billetterie. Et c'est près de 38 000 personnes qui ont été concernées par un arrêt d'activité. Donc, ça, c'est des chiffres qui étaient calculés de mars à fin mai. Donc, je pense qu'ils sont encore plus importants. Et si on prend des chiffres dans un autre secteur, dans les arts visuels, par exemple, il y a une étude qui a été menée par le comité professionnel des galeries d'art. Et parmi ces près de 300 galeries adhérentes, il y a un tiers qui craignent de ne pas pouvoir maintenir leurs activités au second semestre 2020. Donc, c'est un secteur, comme je disais, qui est assez fragile et qui a beaucoup souffert parce que voilà, c'est 37% d'actifs non salariés dans la culture et 59% des salariés qui, eux, sont en temps partiel ou en contrat court. Donc, face à ça, c'est-à-dire que la crise, en fait, a été aussi un révélateur d'inégalités. Déjà, dans la manière dont ont été traités les différents secteurs, c'est vrai que beaucoup ont dénoncé le fait que la culture, malgré sa précarité, a été peu prise en considération. Mais après, on a aussi vu des inégalités en fait, au sein du secteur et qui en fait reflètent des inégalités qui existaient avant la crise, mais qui se sont révélées en fait de par la crise sanitaire. Donc, le ministère de la Culture a réagi à tout ça en proposant un fonds d'urgence de 23,5 millions d'euros qui ont été gérés par les opérateurs sectoriels. Donc, un exemple de mesures qui ont été mises en place dans le secteur du cinéma, donc par le Centre national du cinéma. Il y a une suspension des taxes sur les entrées en salle de cinéma, un versement anticipé des soutiens aux salles d'art et essai, à la distribution, etc. Moi, dans mon cas, dans mon métier, par exemple, donc l'opérateur du ministère de la Culture, c'est le Centre national des arts plastiques pour les arts visuels. Donc, c'est un soutien aux artistes qui est beaucoup passé par la commande. Donc, par exemple, là où je travaille, on a effectivement, avec l'aide du CNAP et de ce fonds d'urgence, lancé un appel à commande de performance auprès des artistes femmes qui, souvent, sont parmi les précaires, sont les plus fragiles. Donc voilà, le gouvernement a aussi été critiqué en fait pour son manque de clarté dans le secteur de la culture sur la question de la réouverture des sites, les autorisations de festivals selon les jauges, les différentes jauges et différentes configurations. Donc voilà, donc on va dire c'est une crise qui est en cours et qui a un impact assez considérable sur la permanence du système culturel. D'accord, merci beaucoup. On me recommande de couper ma caméra pour que la voix passe mieux, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Merci beaucoup Anaïs, je crois que tu as abordé les 3 points de cette question. Félix, pour toi du coup, est-ce que tu peux également répondre à cette question? Comment est-ce que le secteur a été touché? Quelles ont été certaines des adaptations? Rappeler un peu sa raison d'être, même si c'est bien évidemment évident. Et quels ont été les sous-secteurs ou les morceaux du secteur qui ont été touchés de manière un peu différenciée? Ouais, donc effectivement, le système alimentaire, c'est toutes les activités qui nous permettent de produire de la nourriture, donc de répondre à ce besoin vital.
Et donc, ça va intégrer l'ensemble du volet production, agriculture, mais aussi tout ce qui est en amont sur la fabrication des différents intrants, les engrais, les produits phyto, même le secteur énergétique qui permet de faire fonctionner les tracteurs, de fabriquer les engrais azotés, etc. Puis derrière, tout ce qui est en aval, la transformation des produits par les industries agroalimentaires, toute la logistique, l'approvisionnement et puis la distribution dans notamment les grandes surfaces. Donc, tout ça, ça forme un ensemble de systèmes, enfin un système général et qui n'a pas été impacté de la même manière lors de la crise. Disons que si on prend un peu les premiers trucs qui ont été assez marqués au début, à l'annonce même du confinement, c'est les achats, disons, massifs de produits de grande consommation dans les magasins, avec des images comme ça de queues, de files d'attente très grandes devant les supermarchés. Et tout ça, ça a généré des tensions importantes sur l'ensemble de la chaîne logistique, depuis les centres de consolidation de marchandises jusqu'aux usines d'agroalimentaire qui ont dû fonctionner pour certaines en continu pour répondre à cette demande ponctuelle très, très importante. Et tout ça souvent avec des effectifs qui étaient réduits à cause des personnes qui étaient malades ou qui exerçaient leur droit de retrait ou qui gardaient leurs enfants. Enfin, voilà, il y a eu une tension assez forte sur la logistique qui a été mise en évidence lors de la crise. Après, au niveau de la production en tant que telle, quelque chose qui a été assez marquant, c'est la dépendance de notre système à de la main-d'œuvre étrangère, souvent précarisée, qui là pouvait plus venir dans les champs et donc qui posait pas mal de problèmes dans différentes productions. Voilà un peu pour les grands aspects un peu physiques du système alimentaire. Mais un des autres impacts importants de la crise se situe davantage à l'échelle de l'accessibilité économique de l'alimentation, avec, on l'a vu, une explosion de la précarité alimentaire qui est aujourd'hui de plus en plus marquée. En temps normal, elle concerne déjà à peu près une personne sur 10 en France, donc ce n'est pas négligeable, mais là, on pense que ça peut facilement doubler dans les mois qui vont arriver avec les difficultés économiques qui touchent les ménages. Et à l'échelle mondiale, c'est également le cas avec... c'est plus lié enfin, il y a aussi cette précarité économique qui joue dans certains pays avec des gens qui ont perdu leurs emplois, etc. Mais également des problèmes liés au commerce international avec certains pays exportateurs qui ont justement limité les quantités de marchandises mises sur les marchés et donc qui créent comme ça des tensions sur l'approvisionnement mondial. Et en ce sens, il y a certains observateurs et experts, notamment du Programme alimentaire mondial, qui pensent qu'on se dirige vers des risques de famine sans précédent depuis un siècle à l'échelle mondiale, avec un doublement des risques de crise alimentaire aiguë qui passerait autour de 250 millions de personnes concernées par ce risque-là, et avec donc derrière des scénarios catastrophiques de mortalité, avec, ils font des estimations qui pourraient largement dépasser d'un facteur 10 à 100 les chiffres actuels de morts dus simplement au Covid. Donc voilà un peu les différents impacts à plusieurs échelles géographiques. Et pour répondre à la question sur plus les discours, en fait, on a assisté à beaucoup de discours sur des thématiques qui sont revenues à plusieurs reprises, notamment sur la souveraineté alimentaire et l'autonomie alimentaire, alors qui sont deux concepts un petit peu différents. La souveraineté, c'est plutôt la possibilité qu'on a d'organiser le système alimentaire selon nos choix à nous, en tant que soit que nation, soit qu'habitant d'un territoire, etc. Donc, cette possibilité plutôt politique. Puis après, il y a cette question de l'autonomie alimentaire qui correspond plus à la possibilité physique de subvenir, de produire les besoins d'une population avec les ressources vraiment de base dans un territoire donné. Donc ces différentes questions sont pas mal revenues sur le devant de la scène. Il y a un nombre important de tribunes faites par des personnes soit représentatives du monde agricole, soit d'autres milieux. Et on s'attend à ce que ce soit des thématiques importantes pour la suite. D'accord, merci beaucoup Félix. J'ai une autre question que je vais adresser à vous trois. Comment est-ce qu'on peut prendre appui sur les enseignements de la crise actuelle en se demandant, tiens, est-ce que là c'est inspirant ou est-ce que là au contraire c'est un contre-exemple ou est-ce que là ça révèle une vulnérabilité également à d'autres chocs environnementaux, énergétiques, climatiques? Ou bien est-ce que là, c'est une vulnérabilité qui est vraiment spécifique à un choc sanitaire? En quelque sorte, est-ce que vous pouvez expliciter la dimension énergétique ou climatique de chacun de ces secteurs-là
et répondre à comment est-ce que les enseignements de la crise actuelle nous permettent de réenvisager les réponses possibles ou les vulnérabilités de ces secteurs à des crises d'une autre nature. En commençant par Laurie. Oui, alors d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé du côté de la santé, ça va plutôt être, enfin on espère en tout cas, assez aidant pour la suite. Faut savoir que le secteur de la santé, c'est à peu près 5% des émissions nationales, qu'on a grosso modo un Français sur 5 qui va être hospitalisé au cours de l'année, qu'on a 20 millions de patients chroniques en France qui ont besoin de faire des consultations régulières, alors soit en ville, soit à l'hôpital. Donc en fait, on a énormément de flux de patients et de déplacements de personnel, puisqu'on a à peu près 1,3 million, 1,4 million de personnel de santé en France. Enfin, en fait, c'est le premier employeur. Du coup, il y a un point qui a été assez marquant durant la crise du Covid-19 et qui correspond à un gros poste d'émission dans le secteur de la santé, c'était les déplacements des individus, que ce soit du personnel ou des patients. Donc ça, il y a eu notamment pas mal d'expérimentations du côté des technologies à distance pour faire du suivi à distance et de la réorganisation pour savoir comment on fait quand on peut plus se déplacer ou quand on peut moins se déplacer. Donc ça a permis d'interroger un petit peu cette question des déplacements. C'était plutôt bienvenu. Et il y a eu un autre point qui a été vraiment intéressant et qui est assez complexe à traiter, et d'ailleurs qu'on n'a pas encore tout démêlé de ce côté-là, mais c'était la question des approvisionnements. Donc ça nous a sauté au visage avec la pénurie de masques. Et en fait, quand on gratte un petit peu cette question-là, on s'aperçoit que ça pouvait, enfin, c'est arrivé sur les masques, mais ça aurait pu arriver sur tout un tas d'autres produits pharmaceutiques ou de matériels médicaux. Aujourd'hui, on a 80% des molécules actives qui sont produites en Chine pour les médicaments, 80% des gants chirurgicaux qui sont produits en Malaisie, etc. Donc, au niveau des approvisionnements, il y a plusieurs problèmes qui nous empêchent d'être résilients. Il y a la délocalisation, ça a sauté un petit peu aux yeux de tout le monde, mais pas seulement en fait. Il y a aussi la spécialisation qui fait que pour faire une réduction de coûts, de fait on a délocalisé dans des endroits où c'était moins cher, mais on a aussi spécialisé ces endroits à ne fabriquer qu'un seul type de matériel. Donc du coup, quand cet endroit, typiquement, s'il n'y a plus de gants chirurgicaux qui peuvent sortir de Malaisie, comment on fabrique les gants ailleurs? Donc il faut se réorganiser très très vite. Et puis et après, il y a le niveau de complexité de la fabrication de ces produits, parce que c'est très variable. En fait, fabriquer un comprimé, ça peut être assez simple. Et comme ça peut être assez difficile. Enfin, là, dans le cas du Covid-19, il y avait le produit anesthésiant, le propofol, en fait, qui servait à endormir les patients en cas de situation critique, qui a été un petit peu en tension à un moment donné. Pour la petite histoire, c'est un produit qui est assez complexe à fabriquer, qui est pas, dont le principe actif ne peut pas se diluer dans l'eau, il n'est pas hydrosoluble, il est liposoluble, enfin bref. Et donc, ça doit être fabriqué dans des conditions très particulières. Et du coup, il y a des laboratoires qui sont vraiment extrêmement spécialisés sur ce type de fabrication médicamenteuse. Donc, il faut récupérer la molécule active, ça c'est une première étape. Transformer cette molécule active en médicament en faisant une émulsion. En fait, vous faites une mayonnaise, quoi, hein, c'est un peu le même principe, pour fabriquer ce médicament. Après, il faut renvoyer ce médicament pour qu'il soit testé dans d'autres laboratoires spécialisés. Après, il faut qu'il soit conditionné et après, il faut qu'il soit renvoyé chez le patient et en fait, vers les établissements ou vers les patients. Et en fait, là, vous avez déjà fait 3 à 4 trajets à travers le monde. Donc, on est sur des chaînes d'approvisionnement dans le cas de certains médicaments qui sont extrêmement complexes. Et donc, récemment, là, il y a Olivier Bogilot qui disait qu'on allait, le directeur de Sanofi, qui expliquait que voilà, on allait essayer de rapatrier certaines usines en Europe. Alors ça, c'est tout à fait possible probablement de le faire rapidement pour du Doliprane, par exemple. Mais c'est peut-être beaucoup plus complexe dans le cas d'autres produits. Donc, ça aussi, ça a été pas mal mis en avant. Je pensais à ces deux cas-là, les déplacements et l'approvisionnement médicamenteux. D'accord. Est-ce que tu peux juste rappeler dans les 5% d'émissions environ
quels sont les principaux postes, à part la production et les déplacements? Il y a les bâtiments, essentiellement. Alors, enfin, une fois qu'on a enlevé les émissions directes des bâtiments, les achats, donc l'approvisionnement en matériel médical ou en médicaments, ou aussi tout ce qui est nourriture, etc. Donc les achats, les importations et les déplacements, en fait, tu arrives à 95% de l'empreinte des établissements de santé. Donc les établissements, ce n'est pas l'intégralité du système de santé, mais bon, si on extrapole, grosso modo, on est sur ces 3 postes, quoi. Donc les importations ou les achats, c'est un poste énorme. Les déplacements, c'est un très gros poste aussi, et les émissions directes des bâtiments. Donc pour le coup, pour les émissions directes des bâtiments, ça n'a pas été très discuté là parce que on n'a pas été face à une canicule ou autre, donc on n'a pas été face à une situation climatique extrême qui aurait pu nous interroger sur la situation des bâtiments. Mais l'année dernière, enfin l'été dernier, on était en situation de canicule, et pour avoir discuté avec une personne qui est en poste à la PHP, il y avait des difficultés, notamment de refroidissement des établissements. Donc là aussi, il peut y avoir des co-bénéfices à isoler les bâtiments rapidement pour des questions sanitaires et pour des questions climatiques. Merci beaucoup. Anaïs, est-ce que tu veux que je reprenne la question ou, Non, ça va, je l'ai bien en tête. Ok, super. Vas-y. Oui, donc c'est vrai que du côté de la culture, la crise sanitaire a aussi été l'occasion d'interroger en fait un certain modèle culturel, comme je disais tout à l'heure, qui a mis en exergue pas mal de vulnérabilités. Et en fait, ce que j'ai envie de dire ici, ça recoupe un peu, je pense que je vais un petit peu répondre à certaines questions déjà qui ont été soulevées, c'est-à-dire que c'est pas la culture en tant que telle en fait qui est en danger, mais enfin qui a été en danger pendant la crise sanitaire et qui est en danger, on va dire, d'un point de vue de la transition, mais en fait c'est son système, c'est-à-dire c'est son mode de fonctionnement actuel en tant que secteur d'activité qui est particulièrement vulnérable. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas la musique qui va disparaître, mais c'est bien avec le Covid-19 l'industrie des musiques actuelles qui a été mise à mal, alors que parallèlement, il y a peut-être eu une hausse des pratiques amateurs. J'ai un voisin qui s'est mis au piano, il a fait pas mal de progrès en 3 mois, par exemple. Donc c'est en fait cette vulnérabilité-là qui pose problème, et d'où l'importance aussi de soutenir ce secteur publiquement pour préserver la diversité culturelle et pas la laisser être dominée en fait par des géants privés qui ont pris par ailleurs beaucoup de place pendant le confinement. Donc il y a eu peut-être, on va dire, je vais développer peut-être quelques points de réflexion qui ont un petit peu émergé à droite à gauche, que ce soit dans des tribunes, des articles, etc., et qui ont fait débat et que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc, le premier, c'est justement sur la question du numérique, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question du changement des nouvelles pratiques culturelles, des nouveaux usages, parce qu'il y a un grand report en fait des pratiques culturelles en ligne, et c'est vrai que c'est un secteur qui a su faire preuve de grande adaptation et d'habileté avec le développement de nouveaux contenus dont on a tous et tous pu profiter, mais c'est aussi, ça a été aussi, on va dire, cette période a été l'occasion pour Amazon de démultiplier son chiffre d'affaires, pour Netflix de décupler ses abonnements, et par ailleurs, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu le ministre de la Culture pendant cette crise sanitaire sur le numérique comme on va dire, gros enjeu pour la culture. À la fois pour, on va dire, permettre la continuité de l'accès à la culture, et là, c'est tout à fait vrai, on a pu le mesurer, mais aussi un peu, à tort et à raison, comme la solution magique à la démocratisation culturelle. Donc, il y a certaines choses qui ont été vraies pendant le confinement qui ne le sont plus forcément, et ce n'est pas forcément, on va dire, un modèle auquel on aspire, parce que comme je disais tout à l'heure, la culture, c'est aussi du lien social, c'est aussi du vivre ensemble, et le numérique, au-delà des effets rebonds et de la dimension très carbonée de cette pratique culturelle, n'est pas forcément un modèle
inspirant, on va dire. Un deuxième sujet qui a un petit peu émergé, c'est la question de l'événementialisation de la culture. Donc, qui est un phénomène assez important qui s'est pas mal développé ces dernières décennies. Et donc, notamment, voilà, c'est une question qui s'est cristallisée autour des festivals et de la suspension de beaucoup de manifestations. Donc, bien sûr, liées aux enjeux sanitaires, mais qui a fait en fait émerger des réflexions liées au redimensionnement des événements. Donc, si je prends l'exemple du bien connu festival des Vieilles Charrues, l'année dernière à Carhaix, c'était 270 000 personnes qui sont réunies, plus de 7 000 bénévoles. Donc, quelque part, c'est un petit peu reconstituer une ville sur quelques jours avec toutes les infrastructures nécessaires pour le transport, l'hébergement, l'alimentation, les déchets, etc. Donc, c'est vrai que ça pose des questions, on va dire, de sobriété et de résilience. Je fais le lien avec Félix et les sujets d'alimentation. Les questions d'approvisionnement en festival sont les mêmes qu'ailleurs, c'est-à-dire que plus on est dépendant de circuits complexes extérieurs, plus on est fragile. Et les grands festivals comme le Festival des Vieilles Charrues, c'est aussi des superstars internationales, des circuits de tournée mondiale. Par exemple, Céline Dion a dû annuler sa venue parce que les Vieilles Charrues ont été annulées en 2020 et nous en sommes tous et toutes navrées. Et donc, le troisième point, c'est pour faire le lien justement avec cette question de superstar internationale, c'est qu'on a pas mal débattu aussi et constaté que la culture, même si ce n'est pas une surprise, fait partie d'un système extrêmement globalisé, donc qui participe de la mondialisation, on va dire, générale. Et pour prendre l'exemple du secteur des arts visuels, donc des arts plastiques, c'est vrai que c'est un milieu dans lequel la norme, ce sont les foires, les biennales, et puis des œuvres, des commissaires, des collectionneurs qui traversent le monde dans tous les sens. Et donc, ces logiques de course effrénée, elles ont été un petit peu questionnées. Alors, ce n'est pas forcément, on va dire, un point de vue majoritaire, mais il y a eu des réflexions qui ont été menées sur ce sujet, et ça a donné envie à certaines de commencer à réduire les échelles, de ralentir ou de relocaliser certaines pratiques. Et d'autre part, pour reboucler avec le numérique, c'est vrai que l'annulation de grandes foires internationales a aussi conduit à des nouvelles pratiques, par exemple de vente d'œuvres en ligne, donc qui mériteraient d'être aussi évaluées avant d'en tirer les conclusions. Et enfin, un dernier point que je trouve assez intéressant et qu'on cherche à développer pas mal dans ce projet-là, le plan de transformation avec Samuel, c'est qu'on constate en fait, et on a pu constater pendant la crise qu'il y avait peut-être un changement culturel en train de se mettre en place sur le besoin d'exemplarité. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu cette tribune qui est sortie, non à un retour normal, et qui a été signée autant par des scientifiques que des artistes, que des stars comme Madonna, Juliette Binoche, Cate Blanchett, etc. Et en fait, cette tribune a été relativement mal accueillie et plutôt critiquée du fait que ces artistes-là se soient positionnés en fait en tant que donneurs et donneuses de leçons, alors qu'ils vivent sur cette même bête en fait, et sur ce système destructeur. Donc on est peut-être, on l'espère quelque part, en train d'assister à la fin d'une vision, on va dire, romantique de l'artiste qui est au-dessus de la société et qui serait libéré de toute contrainte, et que ces contraintes sont vues justement comme une entrave à la création. Et peut-être que, on l'a vu avant avec le débat MeToo, qu'on peut plus séparer l'homme de l'artiste. Et là, pour citer mon collègue, peut-être que bientôt on pourra plus séparer l'artiste de son bilan carbone. Donc voilà, c'est un peu des réflexions qui ont émergé et qui, du fait du ralentissement et des vulnérabilités qui ont été rendues visibles pendant la crise, mériteraient d'être un petit peu creusées et d'être développées. Merci beaucoup, Anaïs. Ça suscite pas mal de réactions qui sont assez intéressantes. On pourra voir ça un peu plus tard. Félix, pour toi, du coup, est-ce que tu veux que je réitère la même question ou...
Je crois que je l'ai encore aussi un petit peu en tête, donc ça devrait aller. Parfait. Donc, Euh, est-ce qu'on peut séparer l'assiette de son bilan carbone? En tout cas, sur disons, les enseignements qu'on peut tirer de la crise ou quoi sur tout ce qui est alimentation, je pense que c'est important de commencer par préciser que ce qu'on vient de vivre présage finalement assez mal de ce vers quoi on se dirige sur les systèmes alimentaires. Enfin, clairement, les conditions dans lesquelles vont devoir s'exercer la production agricole vont être extrêmement dégradées dans les décennies qui arrivent à cause des évolutions climatiques, la multiplication d'événements météorologiques extrêmes, la dégradation de fond des écosystèmes avec l'effondrement de la biodiversité, l'érosion des sols, etc. Donc tout ça, en fait, c'est un ensemble de contraintes de fond qui sont très différents de la crise un peu ponctuelle qu'on vient de subir. Et donc, évidemment que les réponses qui ont pu être apportées pendant cette crise-là n'ont pas forcément de lien avec ce qu'il faudrait mettre en place pour s'adapter en profondeur à ces nouvelles conditions. Néanmoins, il y a quand même des choses qui ont été faites et qui pourraient être source d'inspiration. Et je pense notamment à quelque chose d'assez simple qui a été donc face notamment aux problèmes rencontrés par les producteurs pour écouler leurs marchandises suite à la disparition de nombreux débouchés en restauration collective ou restauration privée, à cause de même la fermeture des marchés. Il y a eu tout un tas de phénomènes de réorganisation des circuits de distribution, donc soit à l'initiative des producteurs, soit aidés parfois par les collectivités territoriales, qui ont été assez intéressants et qui ont vraiment permis à certains circuits de proximité de se développer, avec souvent la mise en place de solutions un peu mutualisées pour passer les commandes, faire les livraisons, etc., qui sont très intéressantes pour l'efficacité un peu de ce genre d'initiative qui peut être très chronophage pour les producteurs. Donc typiquement, ce genre de plateformes qui ont vu le jour et qui permettent de mettre plus facilement en relation les producteurs d'un territoire avec les consommateurs, gagnerait à être consolidé à la suite de cette crise, parce que c'est un facteur de reterritorialisation de l'alimentation qui est essentiel, et qui, dans un monde qui va être sous contrainte énergétique, et notamment sous contrainte pour les transports, semble être une réponse très pertinente pour gagner en résilience. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut être intéressant. Après, il ne faut pas non plus se leurrer et avoir une vision un peu trop idéaliste de tout ça. Hein. L'essentiel du report quand même des consommations qui n'ont plus été, des repas qui n'ont plus été pris en restauration collective ou privée ou quoi, c'est quand même la grande distribution qui les a captés pour 2 tiers d'entre eux. Donc il reste néanmoins pas mal de changements, un peu de système à faire pour réellement relocaliser un petit peu les flux. Mais après, la grande distribution peut aussi avoir éventuellement un rôle à jouer, comme certaines initiatives aussi l'ont montré pendant la crise. Donc voilà un peu sur les circuits de distribution. Et puis autre chose qui fait un peu le lien avec la question précédente sur les discours qui ont accompagné cette crise vis-à-vis de l'alimentation, c'est tout ce qui concerne l'autonomie, les perspectives de regagner en autonomie sur pas mal de points de l'alimentation. Et on peut penser à tout ce qui concerne par exemple les fruits et légumes, où aujourd'hui on est dépendant pour la moitié d'entre eux des importations, mais également sur, alors c'est un peu quelque chose qui revient régulièrement, mais on n'a toujours pas vraiment commencé à s'occuper sérieusement, c'est notre dépendance très forte pour les éleveurs français à des importations de protéines végétales, notamment de soja, depuis l'étranger. Et aujourd'hui, c'est un facteur de vulnérabilité, disons, important. Enfin, on dépend assez fortement de ces importations, et on n'a aujourd'hui pas du tout commencé à vraiment infléchir cette tendance-là, à regagner en autonomie sur la production de protéines végétales. Donc voilà un peu le genre de choses qui commencent à se coordonner un petit peu. Enfin, en tout cas, les ambitions sont clairement affichées. Et puis, il faut aussi réfléchir à des échelles un peu plus de territoire, comment on arrive à rediversifier les productions à l'échelle d'un territoire pour justement regagner un petit peu sur une alimentation, un panel de production suffisamment diversifié pour assurer les besoins de base de la population d'un territoire. Comme ça, on peut en reparler dans les solutions envisagées par la suite. Merci beaucoup, Félix. On n'a plus beaucoup de temps. Je vous propose rapidement de revenir sur le travail qui est en cours dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, donc au
au chiffre produit. Si vous pouvez évoquer, en faisant un peu le lien avec les vulnérabilités que vous venez de lister et ce qui s'est passé récemment, si vous pouvez évoquer les pistes de travail qui sont les vôtres dans chacun les secteurs dont vous êtes responsable, les secteurs du plan de transformation dont vous êtes responsable, en commençant par Laurie peut-être, les pistes de travail sur lesquelles on est actuellement. Oui, donc on a parlé des médicaments. Avant de penser peut-être à la relocalisation, qui est quand même une ambition de moyen terme malgré tout, il y a des choses qu'on peut faire peut-être tout de suite pour atténuer l'empreinte carbone liée à la consommation de médicaments et de matériels médicaux, qui sont déjà d'optimiser la dispensation de ces médicaments. Aujourd'hui, voilà, il y a une estimation de 20 à 30% d'actes inutiles au niveau de la santé, de la consommation de santé. Donc, ça donne lieu à de la consommation médicamenteuse qui est probablement aussi inutile. Il y a aussi des conditionnements de médicaments par boîte de 12 alors qu'on a besoin de 2 comprimés. Il y a tout un travail d'optimisation déjà de dispensation des médicaments à réaliser. Ensuite, il y a la question de l'intégration de l'empreinte environnementale du produit pharmaceutique ou du matériel médical dans le choix de la prescription. Donc, il y a des choses qui commencent à émerger aujourd'hui de ce côté-là, comme le Hazard Score, qui essaye de prendre en compte cette empreinte environnementale dans les choix qui sont faits a priori. Et puis, après, il y a questionner aussi tout ce qui est le matériel jetable. Donc, il y a une époque où on n'était pas exclusivement sur que du matériel jetable et où on arrivait quand même à avoir un niveau de soins qui était correct. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réinterroger cette logique du tout jetable et de la délocalisation de fait que ça a entraîné, puisque les blanchisseries qu'on n'a plus chez nous ou les locaux de stérilisation qu'on n'a plus dans nos établissements de santé, en fait, ils ont été déportés en Chine ou ailleurs sous la forme de production de matériel jetable. Donc ça, c'est un premier point, on va dire, pour l'empreinte liée à la consommation de matériel et de médicaments. Et après, se pose la question de la relocalisation d'un certain nombre de molécules actives, de la production d'un certain nombre de molécules. Ensuite, il y a l'empreinte carbone qui est liée au déplacement des personnes. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites rapidement. En fait, on a un modèle qui est assez hospitalo-centré en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de suivi de patients, notamment chroniques, et de consultations externes qui sont réalisées dans les hôpitaux. Donc, il y a énormément de flux de patients déjà qui pourraient être redirigés peut-être vers des maisons de santé pluridisciplinaires ou des centres de santé de ville. Et ça serait plutôt les soignants qui se déplaceraient dans ces centres de santé-là que les patients qui viendraient tous à l'hôpital. Donc, ça éviterait d'avoir beaucoup de déplacements. Et par ailleurs, il y a aussi des nouvelles pratiques qui se développent avec des soignants qui ont aujourd'hui la possibilité de réaliser des actes cliniques qu'ils ne pouvaient pas faire avant, comme les infirmières de pratique avancée, par exemple, qui permet de soulager la charge pour les médecins et d'avoir un suivi de patients qui soit un petit peu plus territorialisé. Ça, c'est une première possibilité. Donc, éviter d'amener trop de patients à l'hôpital. L'autre possibilité, c'est quand on doit quand même amener des patients à l'hôpital, essayer peut-être de faire une organisation territoriale, et ça existe déjà, du transport de patients, avec des transports collectifs. Donc ça implique d'avoir des gens qui organisent, donc des secrétaires médicales ou autres, qui organisent ces déplacements de patients vers les hôpitaux. Donc, par exemple, pour des suivis en soins de suite et réadaptation ou autres. Donc, c'est des patients qui, des fois, ont des consultations à la demi-journée ou à la journée. Donc, c'est tout à fait possible d'organiser des déplacements de patients dans ce type de configuration. Et après, il y a aussi la question des déplacements des personnels. Donc là, on va rejoindre un petit peu les secteurs de la mobilité, puisqu'on va être sur la question du déplacement du personnel, comme n'importe quelle entreprise, en fait, comment faire en sorte de décarboner les transports domicile-travail pour tous les personnels de santé. Donc voilà, ça c'est plutôt pour la partie déplacement. Il y a aussi, on pourrait aussi penser à d'autres mesures comme augmenter la pondération du critère écologique dans les appels d'offres
des établissements vers les sociétés de transport pour que ces mêmes sociétés de transport choisissent des solutions plus écologiques avec peut-être des transports plus électriques. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est essentiellement pour le suivi des patients. Et on peut aussi même penser au financement des hôpitaux, puisqu'aujourd'hui, on a quand même une rémunération qui est très basée sur les actes. Donc, vous avez une tarification à l'acte. Donc, plus que vous faites d'actes de suivi, de consultation, etc., plus vous êtes rémunéré. Donc, ça incite en fait à la consommation d'actes. On pourrait imaginer, donc c'est déjà le cas, hein, il y a des expérimentations qui sont faites aujourd'hui de financement avec l'article 51, pour ceux qui veulent aller regarder plus en détail. Et on expérimente notamment la tarification au parcours. Donc là, en fait, vous avez une enveloppe pour un parcours. Par exemple, vous êtes diabétique. Bon, ben voilà, vous avez une enveloppe pour votre parcours de soins. Si l'hôpital dépasse l'enveloppe du parcours, ben, c'est à sa charge. Donc, en fait, il n'a plus d'intérêt à multiplier les actes, par exemple. Donc, ça aussi, ça pourrait éviter peut-être un certain nombre de déplacements ou optimiser les parcours des patients. Voilà. Après, il y a la question de l'atténuation de la consommation énergétique des bâtiments dont on a parlé. Donc là, c'est typiquement la rénovation des bâtiments. Et enfin, en mesure forte aussi, peut-être qui correspond plus à une transition paradigmatique et qui va prendre aussi un petit peu de temps, mais qui peut être débutée dès maintenant, c'est vraiment essayer de passer d'un modèle assez curatif à un modèle beaucoup plus préventif. Aujourd'hui, on a une prévention qui correspond à 2 peut-être 3% du budget de la sécurité sociale. Il pourrait être beaucoup plus important, sachant qu'on a presque la moitié des cancers qui sont dus au mode de vie. Et puis pour l'autre moitié, on peut aussi se poser des questions. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire du côté de la prévention. Et pour assurer cette prévention-là, on a pensé notamment à la formation des individus, des acteurs de la santé aux enjeux climatiques, parce que ce sont d'excellents relais, en fait, c'est d'excellents ambassadeurs. Les médecins, s'il y a une personne que les individus ont tendance à écouter un petit peu les yeux fermés, en général c'est leur médecin. Le taux d'observance médicamenteux, il va dépendre en fait de la confiance que vous avez en votre médecin avant toute chose, donc avant même l'efficacité du médicament. Donc il y a vraiment un rôle d'ambassadeur du côté des soignants et des médecins qui est très très fort et qui pourrait servir de levier d'éducation et de sensibilisation et de prévention auprès de la population. Qui pourrait donc amener des comportements qui soient à la fois plus vertueux sur le plan de la santé et sur le plan du climat. Donc pour ça, ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir former les acteurs de santé aux enjeux santé, énergie, climat pour qu'eux aussi fassent du lien. Il va falloir éduquer les populations dès leur plus jeune âge aux enjeux environnementaux. Et il va falloir aussi, de fait, développer l'autonomie des patients de façon éclairée et consentie. On ne force pas les patients à se débrouiller par eux-mêmes, mais par rapport à toutes ces mesures de prévention qui peuvent être appliquées et qui peuvent avoir des bénéfices sur l'ensemble des domaines qu'on a évoqués. Et on pourrait aller même jusqu'à des messages de prévention pour les véhicules thermiques. Donc ça, c'est la proposition de Mathieu. Pour votre santé et limiter la pollution, privilégier les mobilités douces. Merci beaucoup, Laurie. J'ai laissé beaucoup de temps. Je me suis dit que c'était le secteur de la santé avec une activité vraiment encore plus particulière que celle de la culture ou de l'agriculture. On a un peu beaucoup dépassé le temps qui nous était imparti. Je suis désolé. Et du coup, je vais vous demander d'être vraiment très synthétique pour évoquer les pistes qui sont creusées actuellement dans vos secteurs respectifs. Ok, je vais aller hyper vite. Donc je vais pas venir parce que dans nos propositions, on va pas parler de ça, même si évidemment ça en fait partie. Mais le rôle de la culture dans la transition, sur la création de nouveaux récits et le développement de culture au sens anthropologique plus vertueuse, c'est évidemment quelque chose qu'on a à l'esprit, mais que le secteur culturel a davantage à l'esprit que sa responsabilité en fait face aux enjeux énergie-climat. Donc, on ne va pas l'aborder de manière approfondie. En revanche, on va faire des propositions de mesures
à la fois transversales qui concernent les questions de formation, les questions du numérique, mais aussi des mesures, on va dire, par secteur. Donc, par secteur, j'entends le livre, le cinéma, le patrimoine, les arts visuels, le spectacle vivant, etc., etc., avec cette volonté d'être ambitieux et ambitieuse dans nos mesures, mais pas paralysant non plus, c'est-à-dire qu'on a créé une typologie de mesures en fait qui de la plus simple à la plus on va dire impactante d'un point de vue structurel pour le secteur culturel, et des mesures qui s'adressent aussi à une typologie d'acteurs et d'actrices très variés, que ce soit des chargés de production, des techniciens, au niveau des directions, des structures, des établissements, aux collectivités et bien sûr au ministère de la Culture et tous ces opérateurs sectoriels. Donc, en termes de méthode, pour ça, on travaille avec des experts sur les festivals, les arts visuels, des syndicats de professionnels dans le livre, des artistes engagés, des chorégraphes, directeurs, directrices de théâtre, des ingénieurs dans le jeu vidéo, la réalité virtuelle. Et donc, autour de tout ça, on développe 3 axes. Je vais en évoquer surtout un, parce que les 2 autres, ce sont les axes transversaux sur lesquels on pourra revenir aussi dans les questions qui sont à la fois le numérique, notamment liées aux effets rebonds dont on a parlé, et les questions d'enseignement, parce qu'il faut bien sûr enseigner la transition et former en fait les acteurs de la culture à de nouveaux métiers. Ou en tout cas à l'intégration de pratiques décarbonées dans leurs métiers existants. Mais le point le plus important qu'on va développer, c'est vraiment l'accompagnement des acteurs pour décarboner les infrastructures, les biens et les services, parce que la culture est un secteur qui s'ignore beaucoup du point de vue carbone. Donc, une de nos premières mesures, ça va être d'inciter les acteurs à renseigner en fait les informations sur ce sujet, donc notamment faire des bilans carbone pour ensuite, sachant d'où on part, savoir où est-ce qu'on va et pouvoir planifier vraiment une transition, une trajectoire qui soit à la fois ambitieuse et ancrée dans le réel. Donc, ça va de choses très simples, c'est-à-dire classiques d'un point de vue de la transition énergétique, donc néanmoins fondamentale et importante pour la culture. Donc, rénover les bâtiments pour faire évoluer les usages, réduire la consommation énergétique, assurer un approvisionnement alimentaire qui soit soutenable, durable, limiter les achats, passer dans un système d'économie circulaire, décarboner les transports, que ce soit des publics, des salariés, des artistes, des techniciens, mais bien sûr des œuvres, et aussi insérer les activités culturelles dans des échelles plus locales. Et c'est vrai que ça paraît, c'est des mesures qui sont très matérielles et qui concernent beaucoup les infrastructures. Mais ce qu'on dit aussi souvent avec Samuel quand on s'adresse aux acteurs, c'est que décarboner, c'est pas juste entre guillemets changer la chaudière, mais c'est aussi quelque part proposer en fait un nouveau paradigme esthétique, c'est-à-dire où est-ce qu'on pose notre regard, selon quels critères on va apprécier une œuvre. Et décarboner, c'est aussi questionner les valeurs en fait sur lesquelles reposent les industries culturelles et créatives, et notamment la valeur de puissance qui est prégnante dans l'industrie musicale et qui a amené en fait cette pratique là où elle est aujourd'hui et qui n'est pas franchement vertueuse. Donc voilà en quelques mots, on va dire les axes et notre méthode de travail, et on pourra revenir après dans les questions un peu plus en détail sur les sujets que je n'ai pas abordés ou sur des exemples. Si ce n'est pas assez parlant pour vous, on pourra l'illustrer. Merci beaucoup Anaïs, et merci pour ta concision. Je vais passer la parole à Félix pour une autre forme de concision si c'est possible. Et après, on va peut-être prendre une seule question, et encore, je ne suis pas du tout sûr parce que là, effectivement, on a dépassé nos timings et on a une formidable présentation par Alain Grandjean de son prochain livre juste après. Donc, voilà, je suis désolé pour la contrainte de temps. En 2 mots, donc, les grandes visions pour transformer le système alimentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc en gros relocaliser certains volets de la production, de la transformation, de la distribution pour moins dépendre de flux logistiques eux-mêmes dépendants d'énergie carbonée. Donc ça nécessite de déspécialiser un petit peu les régions et d'avoir un maillage plus dense d'unités de transformation dans les territoires. Et ça nécessite aussi de retrouver une certaine circularité dans l'utilisation des nutriments, faire en sorte que les déchets de notre
de notre alimentation et de notre digestion. Donc, tous les excrétas puissent retourner au champ pour les fertiliser. On a aussi un gros sujet sur la production et la consommation de produits animaux, évidemment, et sur le développement des pratiques agroécologiques et de l'agriculture biologique de manière générale. Voilà un peu pour la vision. Puis parmi les grandes mesures qu'on va essayer d'explorer pour aller vers ça, quelque chose d'intéressant, j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui en parlait, c'est la notion de sécurité sociale alimentaire, donc de créer une branche alimentation dans la sécurité sociale, ce qui rejoint les problématiques dont Laurie parlait dans le secteur de la santé, et notamment tout ce qui concerne la prévention, parce que l'alimentation, c'est un facteur de premier plan dans la bonne santé des gens. Donc là, on est en train de réfléchir à ça, parce que ça semble être un moyen extrêmement puissant pour complètement redéfinir les règles du jeu au sein du système alimentaire, la répartition de la valeur entre les différents acteurs, les conditions de production, la démocratie. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être, à partir de cette mesure-là, qui peuvent être mises en place. Donc, ça semble être un levier intéressant. Et puis, autre chose qui nous semble indispensable, c'est de revaloriser à la fois socialement et économiquement la profession agricole, avec donc une nouvelle réflexion à avoir sur la répartition, encore une fois, de la valeur, les prix payés à la production, voir comment tout ça se répercute après sur la chaîne, sur les différentes chaînes alimentaires. Et évidemment aussi la question du renouvellement des générations en agriculture, comment pouvoir accéder aux outils de production pour de nouveaux arrivants, parce que avec des besoins qui seront plus importants, a priori avec le développement de ces pratiques agroécologiques, il y aura toute une question de conversion professionnelle et d'accès à la terre et aux outils de production pour les nouveaux pratiquants. Voilà. Merci beaucoup, Félix. Du coup, effectivement, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de prendre les questions alors qu'on en a beaucoup et que la plupart étaient assez intéressantes. J'espère qu'on va avoir le temps d'en prendre à un autre moment pour d'autres interventions. En tout cas, on a bien pris note des questions et elles vont aussi nos travaux parce que ça nous permet de prendre un peu de recul aussi sur ce qu'on fait. Donc, merci à vous trois. Et pour rappel, donc, à la fois Félix, Anaïs et Laurie sont chacun en charge de leur secteur respectif, donc l'agriculture, la culture et la santé, dans le plan de transformation de l'économie qui a été mis en chantier mi-mai. Et donc, on publiera certains éléments pour consultation, pour mise en débat début juillet, et dont on publiera une première version, en tout cas de cadrage, en septembre. Voilà, donc merci à vous trois. Moi, j'ai compris qu'il y avait quand même une toute petite réaction de Mélanie. Moi, j'avais une question, si elle peut y répondre en 45 secondes. Est-ce que dans le cadre des travaux de la Convention citoyenne, alors les approches agricoles, culture et santé ont été évoquées. J'ai un petit pari à faire qui est que agriculture, vous avez dû y penser, les deux autres secteurs, je ne suis pas sûr. Voilà, donc j'aurais aimé avoir juste un éclairage rapide là-dessus. Effectivement, agriculture, ça a été abordé et culture et santé, ça a été abordé plutôt dans l'isolation des bâtiments, tous ces trucs-là. Mais après, mais encore une fois, on n'a pas eu le temps de… Voilà, nous, on a des retours des groupes d'appui sur nos mesures qui nous disent « mais on n'a pas pu développer ça parce que ce n'est pas précis ». Mais moi, j'ai une grosse frustration. Il nous manquait du temps. On n'a pas pu approfondir. Il y a un tel travail à faire. Il y a tellement de trucs, on n'a pas pu approfondir. Et oui, on aura des lacunes sur les mesures, c'est sûr, mais il aurait fallu… Mélanie, j'ai une autre question rapide à te poser, si tu veux bien. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie utile ou pas d'aller parler à des secteurs qui ne se sentent pas a priori concernés par la transition parce que historiquement, on ne les y a pas forcément associés, comme le secteur de la culture, de l'enseignement supérieur, de la défense, de la sécurité ou de la santé. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'aller s'adresser à ces secteurs-là pour toucher les gens qui sont à l'intérieur de manière… Alors, tu évoquais auparavant la nécessité de communiquer le plus largement possible à tout le monde, de faire comprendre les enjeux. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de s'adresser à ces secteurs-là ou est-ce que tu penses qu'il faut plutôt faire ça de manière générale pour que ça touche finalement tout le monde en tant que grand public ? Non, il faut s'adresser à tout le monde, avoir un discours différent pour chaque secteur en fait, parce qu'on n'a pas tous effectivement les mêmes préoccupations.
que ce soit un citoyen, que ce soit la culture. Je pense qu'il faut s'adresser différemment à chaque secteur. Mais la communication, c'est la base. Il faut informer un maximum de gens et après, ça va ruisseler comme sur le reste de la population, quoi. Il faut que chacun fasse un effort à son niveau. Et est-ce qu'au sein de la Convention, les membres qui faisaient partie de ces secteurs-là ont effectivement eu des réponses sectorielles ou non, c'était plutôt un jeu plus collectif Tu as une connexion nulle, hein, Jean-Noël. Tout le monde le dit. Hein. Je ne sais pas où tu es, mais ne te cache pas. Je ferme ma vidéo. Chacun à son niveau a donné son point de vue en fonction de son expérience personnelle, oui. Mais au final, on fait consensus parce qu'on ne peut pas, on est 150. Si chacun, enfin déjà, on a près de 150 mesures pour le moment qui n'ont pas été votées, mais ça va passer au filtre. Mais si on a toutes les mesures qui sont systémiques, plus les mesures de chaque personne, enfin, c'est une usine à gaz. Donc, on a effectivement donné nos points de vue. C'est ce qui a fait la richesse de la Convention, c'est qu'on a chacun en fait notre point de vue en fonction de notre façon de vivre, de notre métier, de notre territoire. Moi, je n'ai pas les mêmes points de vue dans mon village de 630 habitants en Sarthe qu'un Parisien, quelqu'un qui habite à Nantes ou ne serait-ce quelqu'un qui habite à Angers. Donc, on a amené chacun notre point de vue. C'est ce qui a enrichi les débats d'ailleurs, hein, parce que des fois, on n'était pas tous d'accord, mais c'est ce qui a fait la richesse de la Convention, c'est de comparer nos points de vue, mais au final, d'arriver sur un consensus pour que ça puisse concerner un plus grand nombre de personnes. D'accord. Merci. Et pour faire la transition rapidement avec les questions monétaires que va évoquer Alain Grandjean, est-ce que ces questions ont été évoquées au sein de la Convention ? Oui, on en a discuté aussi. Oui, on a abordé le sujet, on a échangé, que ce soit sur les sessions proprement dites ou en intercession. Parce que du coup, en intercession, on avait créé des groupes sur tous les réseaux sociaux possibles, imaginables, et on échangeait et on a essayé de se voir et de se téléphoner. Donc, oui, on en a parlé, ça a été abordé. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie.